Street Voice, curieux de tout et passionné par l'essentiel. Du diagnostic jusqu'au traitement, sans oublier les défis du quotidien, vivre avec une maladie chronique comme la drépanocytose représente un véritable bouleversement pour le sujet et son entourage. Nous allons écouter les histoires de personnes qui partagent un point commun. Elles sont toutes affectées par la drépanocytose et se battent chaque jour pour transformer leur existence. Ils en souffrent, ils en parlent. Écoutons-les. Alors, moi, je m'appelle Deogracias. J'aurai bientôt 30 ans. Alors, moi, j'ai su que je souffrais de drépanocytose à l'âge de 7 ans. Je dis 7 ans parce que c'est à cet âge-là que mes parents ont su que j'étais drépanocytaire. J'avais fait une crise à l'époque et c'est à l'hôpital qu'ils ont su que j'étais drépanocytaire. Alors, je voudrais notifier déjà, parce que quand on dit c'est à 7 ans que les parents ont su que j'étais drépanocytaire, les gens ont tendance à penser que ils se disent mais comment ça se fait que c'est à 7 ans qu'ils ont su que leur enfant était drépanocytaire? Est-ce qu'ils ont fait le test avant de se marier ou pas? Alors, pour répondre à cette question, ils ont bel et bien fait le test. À l'époque, le test de l'électrophorèse, ils n'ont pas fait le test de l'électrophorèse. Ils ont plutôt fait ce qu'on appelle le test d'Emel. C'est ce qu'ils ont fait avant de se mettre ensemble. Alors que le test d'Emel, je pense que c'est réactif. Je ne sais plus trop comment ça s'est fait à l'époque. Ça avait déclaré que ça avait déclaré qu'il n'y avait aucun problème à avoir des enfants. C'est-à-dire, ils pouvaient avoir des enfants qui n'étaient pas drépanocytaires. Du coup, c'est à l'âge de 7 ans. Je voulais souligner ça. C'est à l'âge de 7 ans, quand ils ont fait le test de l'électrophorèse finalement, qu'ils ont compris que, en réalité, le test d'Emel n'avait pas donné le bon résultat. Voilà. Donc, voilà. À l'époque, on appelait ça test d'Emel. Donc, il y avait, je sais pas si c'était un C, parce que moi, mon père, il est AC, ma mère, elle est AS. Du coup, moi, je suis drépanocytaire SAC. Voilà. Alors, la drépanocytose, chez moi, elle se manifeste de façon inopinée. C'est-à-dire que ça ne prévient pas avant d'arriver. Tu peux être là tout de suite, tu vas manger avec des amis et la minute qui suit, tu commences à ressentir des douleurs. Ça se manifeste beaucoup plus au niveau des os. Tu commences à avoir de petites douleurs et ça commence petitement. Tu te dis, bon, c'est un truc passager et finalement, ça prend beaucoup plus de l'ampleur. Ça commence à se développer. C'est-à-dire que tu peux commencer peut-être à avoir mal au genou ou bien au niveau de la hanche. Ça peut te prendre n'importe où. Et c'est comme ça que ça commence en fait. Où tu commences peut-être à sentir que tu as peut-être un peu mal à la poitrine. Il y a de ces petites douleurs-là, quand ça commence à venir, il faut déjà commencer par appuyer sur la sonnette d'alarme. Parce que quand ça prend beaucoup plus de l'ampleur, c'est compliqué. Lors des crises, c'est compliqué à vivre. C'est une douleur atroce. Je pense que c'est la plus grande douleur que j'ai vécue toute mon enfance. Tu as tellement mal aux os, tu as tellement mal partout que toi-même tu ne supportes plus la douleur. Tu as tellement mal que tu as envie même de te donner la mort.
Je préfère dire les choses terre à terre. Je préfère dire les choses de façon crue pour que les gens puissent comprendre ce qu'est la douleur. Quand il s'agit de la drépanocytose, c'est difficile à gérer. Tellement difficile à gérer que même ton entourage, quand ton entourage te voit dans la douleur, dans la souffrance, ce n'est plus toi qui pleures, mais c'est eux qui pleurent pour toi. C'est une douleur atroce qui ne dit pas son nom. C'est une douleur qui surpasse, je vais dire, toutes les douleurs. Parce que c'est les os, c'est les articulations. Tu n'arrives peut-être pas à marcher. Quand ça te prend des parties, les parties sensibles, c'est-à-dire le genou, la cheville, il y a des parties sensibles, quand ça te prend comme ça, tu n'arrives même pas à marcher. On a l'impression que tu es immobile, tu ne peux pas marcher, tu ne peux rien faire. Tu es là dans la douleur, tu souffres de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pire que quand tu fais un accident. Il n'y a pas de blessure, mais tu sens ça. Tu as l'impression qu'on est en train de te taper sur les os. C'est une maladie vraiment compliquée à gérer. Alors, les fréquences, c'est-à-dire les moments où je ressens les crises, les symptômes, liés à ma condition, ce n'est pas quotidiennement chez moi. C'est ça qui est bizarre. Moi, je suis drépanocytaire SC. C'est vrai que on a tendance à penser que je tombe vite malade. D'accord? Mais de façon quotidienne, je ne dirais pas ça. De façon hebdomadaire, je ne dirais pas ça non plus. Même de façon mensuelle, je ne le dirais pas. Parce qu'il y a des moments où je peux faire la crise et c'est peut-être quelques mois après que je vais faire peut-être une autre crise. Peut-être, ça dépend. Ça dépend des conditions dans lesquelles je vis. Surtout les variations brusques de température. Quand il fait trop chaud, ce n'est pas bon pour un drépanocytaire. Quand il y a trop de fraîcheur aussi, ce n'est pas bon pour un drépanocytaire. Donc je ne peux pas préciser exactement en me disant non, c'est tous les jours. Ce qui est sûr, ce n'est pas tout le temps que je fais la crise. Ça arrive quelquefois. Donc voilà. Alors, c'est une maladie, comme je l'ai dit au départ, elle est très compliquée à gérer. Dans un premier temps, c'est-à-dire en soi, quand la douleur survient, c'est-à-dire quand tu tombes malade, quand tu fais tes crises, c'est difficile à gérer pour toi-même et pour ton entourage. Mais ça l'est encore plus dans le monde professionnel. Surtout dans le monde professionnel, parce que ça freine beaucoup l'évolution, ça freine ton évolution dans le monde professionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que dans toutes les entreprises, les gens, quand je dis les gens, c'est-à-dire les décideurs d'une entreprise, les patrons d'une entreprise, quand l'employeur t'engage, tu es appelé à respecter, c'est-à-dire tu es amené à respecter les obligations que tu as vis-à-vis de ton employeur. Ça veut dire quoi? Tu dois être tout le temps au boulot. D'accord? Tu dois être constamment au boulot. Pour un drépanocytaire, c'est difficile parce que il arrive des moments où tu peux faire une crise. Ça peut te prendre banalement 1 semaine, 2 semaines. Au départ, les gens ont tendance à vous comprendre en se disant, ça arrive. On peut tomber malade et faire 1 semaine à la maison. Ça peut arriver. On peut tomber malade et faire 3 jours à la maison. On peut tomber malade et faire 2 semaines à la maison. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais quand ça devient répétitif, ça devient un problème. C'est-à-dire, tu deviens un frein pour l'entreprise parce que l'entreprise veut avancer. Si le poste
qu'on t'a octroyé, si ce poste-là est sensible, ça veut dire que tu freines l'entreprise. Et quand c'est comme ça, l'employeur se voit dans l'obligation, de te remplacer. Parce qu'il se dit, à l'allure où vont les choses, s'il doit fermer les yeux sur ça, s'il doit être empathique, s'il doit se mettre dans la peau de quelqu'un, voilà, s'il doit avoir de la pitié pour toi, ça ne va pas avancer son entreprise. Moi, j'ai eu à vivre ça. J'ai perdu mon emploi en 2021 pour ça. Où j'étais dans le rayon de la charcuterie, dans un supermarché, parce que dans la période, je tombais malade. Et on a été obligé d'arrêter mon contrat pour dire, voilà, nous, on est là pour vendre. On est dans le commerce. Si tu n'es pas en mesure de travailler, on ne pourra rien pour toi. Parce que ça ne nous arrange pas. Ce qui est normal parce que l'employeur, il paye ton salaire pour que tu puisses le rendre, voilà, pour un rendement. Si l'employeur doit tout le temps payer ton salaire pour que toi tu sois à la maison, sur un mois tu es à la maison peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, ça n'arrange pas l'employeur. L'employeur a l'impression qu'il est en train de perdre de l'argent, qu'il est en train de gaspiller de l'argent. Et quand c'est comme ça dans le monde professionnel, ce n'est pas bien. Ça fait que tu peux trouver quelque part, au départ, ça commence bien. 4 mois après, les problèmes commencent, maladie. Et puis, finalement, tu es à la maison. Parfois, même, c'est toi-même qui décides de t'en aller. Parce que tellement tu es à la maison que tu te dis, bon, je vais m'occuper de ma santé. Ou parfois, tu as envie. Parfois, même, tu es malade. Tu ne peux pas vraiment demander la permission pour te libérer parce que tu te mets une pression. Tu es stressé et tu dois gérer aussi ta maladie. C'est une maladie très compliquée à gérer. Très sincèrement. Alors, la drépanocytose, les répercussions que ça a sur nos relations sociales, la vie en société, il y en a trop. Quand tu vas quelque part, par exemple, et que tu dis que tu es drépanocytaire, là, tout de suite, tout le monde commence déjà à te regarder. C'est-à-dire que ce n'est pas pour faire une comparaison, d'accord? Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit j'ai le sida, c'est vrai que ça fait un tic. Ce n'est pas comparé à quelqu'un qui te dit je suis drépanocytaire. Parce que là, tout de suite, quand quelqu'un te dit je suis drépanocytaire, tu as peur. Tu te dis, les gens ont tendance à se dire, ah, quand tu es drépanocytaire, tu meurs vite. À 18 ans déjà, tu meurs vite. Tu dois vite faire des enfants. Il y a une certaine pression, en fait. Il y a une pression qui ne dit pas son nom. Il y a une pression derrière. On te met la pression. La famille te met la pression. On te dit, il faut vite faire un enfant. Si tu fais un enfant maintenant, ça va diminuer la maladie. Moi, je pense que c'est un faux problème. Si tu fais un enfant tout de suite, si tu fais un enfant maintenant, voilà, ça va diminuer, tu vois, des trucs comme ça. Ou quand tu dis tu es drépanocytaire, les gens déjà, ils ont peur en fait. Ils ont déjà peur de toi. Ils se disent, ce gars-là, cette personne-là, c'est déjà un mort-vivant. Parce que les gens savent. Beaucoup n'ont pas... Ils ont ce qu'on appelle la désinformation. D'accord? On peut être drépanocytaire et vivre longtemps. Ça, la belle preuve, moi je vous ai dit tout à l'heure que j'aurai bientôt 30 ans. Je l'ai dit au départ. Mais quand moi j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais encore à mes 16 ans, 17 ans, les moments où je faisais mes petites crises, que ce soit au collège ou même à l'université, les gens me disaient toujours, fais vite un enfant, sinon c'est pas bon. Quand tu vas mourir, qui va te remplacer, des trucs comme ça? C'est un faux problème. C'est-à-dire, la société nous met tellement de choses dans la tête que nous-mêmes parfois, on a tendance à ne pas nous aimer nous-mêmes. On a tendance à nous détester. Et ça fait que parfois, moi, à plusieurs reprises, j'ai eu à faire des crises où, c'est-à-dire dans la douleur
dans la douleur, j'en voulais à mes parents parce que je me suis dit, tout ça, c'est mes parents. Si mes parents avaient fait le test au départ, mais si mes parents avaient vraiment vu la situation venir, je ne serais pas là aujourd'hui à souffrir. Vous voyez un peu tout ce que la société, l'impact que la société elle-même, elle a sur quelqu'un qui est drépanocytaire. C'est difficile à gérer et c'est comme un fardeau. C'est très compliqué à gérer. Alors, la seule façon que moi j'ai eu de m'en sortir, c'est de ne pas me morfondre sur mon sort. C'est vrai que il y a des moments de crise où j'étais tellement découragé. Il y a des moments de crise où je vous l'ai dit déjà au départ que j'avais envie ça donne envie de mourir. Tu es dans le déni, c'est-à-dire que tu cogites, tu as des envies meurtrières, tu as des envies de faire quelque chose. Moi, j'ai pu surmonter ça parce que je me suis accroché à beaucoup de choses. Je me suis accroché déjà à ceux qui étaient un soutien pour moi, c'est-à-dire ceux où, quand j'étais malade, ceux qui faisaient le déplacement pour venir me voir. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université, il m'arrivait parfois de tomber malade, où des gens faisaient le déplacement pour venir me voir. Déo, est-ce que tu vas mieux? Est-ce que ça va? T'inquiète pas, ça va aller, tu vas vite guérir, t'inquiète. Ah, faut vite guérir, hein, parce que c'est grâce à toi, on rit en classe, des trucs comme ça. Ça te donne de l'espoir, ça donne de l'espoir. À côté de ça, il y a aussi l'hygiène, l'alimentation. Il y a beaucoup de choses autour qui m'ont permis de m'y accrocher. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je ne fais presque plus de crise. Je peux dire que c'est une grâce. Il y a des gens qui disent, voilà, il faut aller voir les tradipraticiens, ils vont t'aider, tu vas guérir de la drépanocytose. J'ai un oncle qui est ci, qui est ça. Je connais quelqu'un au village, il a fait ça à son neveu, c'est parti. Il n'a plus jamais eu de crise. Je vais être très sincère avec vous. C'est une maladie héréditaire. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Mais on peut prévenir. On peut la prévenir. En ayant une hygiène de vie assez saine. Ne pas manger des trucs gras. Éviter de s'exposer n'importe comment. Ne pas faire comme les autres. Il ne faut pas vouloir faire comme les autres. Parce que quand on a cette tendance qu'on a aussi, c'est une maladie où rapidement la crise peut arriver. Un drépanocytaire, par exemple, ne peut pas dormir sous moustiquaire. Sous les moustiques, pardon. Un drépanocytaire dort toujours sous moustiquaire. Un drépanocytaire qui a le palu, c'est grave. Quelqu'un qui n'est pas drépanocytaire, qui est AA et qui a le paludisme, qui a atteint du paludisme, ce ne sera jamais pareil à quelqu'un qui est drépanocytaire et a le palu. Alors, moi, si j'ai un conseil à adresser à des gens qui sont dans la même situation que moi, ce n'est pas une fin en soi. La maladie, la drépanocytose n'est pas une fin en soi. Mais je conseille à tout drépanocytaire. Parce que les gens ont tendance à se dire, je l'aime, on s'aime, bon, on va prier Dieu. Il y a des gens qui sont ci, qui sont ça, qui s'en sont sortis. Non. Si vous êtes drépanocytaire, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui est drépanocytaire. Il y a de ces petits signes-là, quand tu es AA et que l'autre est AS, tu sais que ça gère. Ça peut aller, vous êtes compatibles. Quand tu es AA par exemple, et que l'autre aussi est AA, vous êtes compatibles. Quand tu es AS et que l'autre est AC, vous n'êtes pas compatibles. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis SC. J'ai pris le S de ma mère et j'ai pris le C de mon père. Donc quand tu es AS et que ton partenaire est AC, ça ne peut pas matcher. C'est-à-dire que vous n'êtes pas compatibles. Quand tu es SS et que l'autre est SS, d'office, vous n'êtes même pas compatibles. Quand tu es SS et que l'autre est SC, c'est pareil.
Quand tu es AS et que l'autre aussi est AS, c'est du pareil au même. Il faut éviter. Quand tu es drépanocytaire et que l'autre, il y a un S ou bien il y a un C quelque part, ça fausse. La personne doit nécessairement être AA. Et c'est le tout premier conseil que je donne à tous ceux qui sont drépanocytaires. Il faut d'abord faire le test d'électrophorèse avant de se mettre ensemble. C'est très important. C'est important pour la progéniture et c'est important même pour les parents, c'est-à-dire les futurs parents. Parce que les répercussions sont énormes. L'enfant, il souffre et les parents dépensent beaucoup. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc voilà, si moi j'ai un conseil à donner à ceux qui sont drépanocytaires, ce n'est pas la fin du monde. Tant qu'ils vont respecter les choses, un drépanocytaire doit boire au moins 4 litres d'eau par jour. 4 à 5 litres d'eau par jour. Un drépanocytaire doit éviter les variations brusques de température. Trop de chaleur, ce n'est pas bon. Trop de fraîcheur, ce n'est pas bon. Un drépanocytaire doit manger sain. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour mes frères et sœurs drépanocytaires.